Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on se demande si la transition énergétique est forcément, nécessairement inflationniste et puis quel impact cela a sur la gestion d'un portefeuille. Bonjour Eric Bertrand. Bonjour. Bon, on vit une séquence déjà avec beaucoup d'inflation, en tout cas plus que ce qu'on avait imaginé il y a 1 an ou 2 ans. Inflation entre 4 et 6% sur 1 an dans tous les grands pays ou dans toutes les grandes zones géographiques en Europe, aux États-Unis. Donc le contexte déjà est inflationniste. Après, on parle de la transition énergétique. On a déjà un contexte qui est à la valse des étiquettes. Tout à fait. Et Jérôme Powell l'a confirmé récemment en annonçant que le côté transitoire ne serait peut-être pas aussi transitoire que prévu. Il faut bien voir que l'ensemble de la transition énergétique, dans la mesure où elle va apporter des mutations sur la production des métaux, sur la consommation la production d'énergie et la consommation de cette énergie au niveau des entreprises comme des particuliers, va forcément engendrer des mutations qui peuvent être inflationnistes. Le point qui est essentiel, c'est toujours vitesse et ampleur. La vitesse à laquelle cette transition va avoir lieu et l'ampleur de l'ambition qu'on va vouloir atteindre est fondamentale. Aujourd'hui, l'urgence climatique plaide pour une accélération de ce qui est en place par rapport aux trajectoires qui ont pu être données par que ce soit les recommandations du GIEC ou de l'AIE. Oui. Mais Eric Bertrand, aujourd'hui, la transition écologique, on dit les choses, elle n'y est pour rien ou pas pour grand-chose dans ce retour de l'inflation au moment où on se parle. C'est pas ça le sujet. Aujourd'hui, ça va être le sujet demain après-demain, mais pas aujourd'hui. Non, mais aujourd'hui, c'est une belle répétition grandeur nature. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand les économies réouvrent de façon très accélérée, on va avoir assez rapidement des tensions sur les prix de l'énergie, que ce soit leur extraction, leur production ou leur consommation. On le voit très clairement dans les prix des matières premières carbonées et l'électricité. Cette transition énergétique va avoir, je dirais, sur un plus grand nombre d'années, une répétition un peu grandeur nature de ce qu'on est en train d'observer à très court terme avec la réouverture post-Covid de nos économies. Ouais. Encore une fois, après, on a l'illustration de la vitesse. Ouais. Après, les difficultés d'approvisionnement ou les chaînes de fabrication qui sont en souffrance, encore une fois, là, pour le coup, tout ça n'est pas lié à la transition énergétique. Là, je parle d'aujourd'hui. Hein. D'accord, tout à fait. Sur l'inflation aujourd'hui, on a eu d'abord un redémarrage un peu compliqué sur les matières premières, puis ensuite sur les produits semi-finis, qui s'est transmis à la consommation d'énergie comme à sa production, et qui arrive aujourd'hui sur la fin de la chaîne de production, avec des tensions qui commencent à naître ici et là sur les salaires et le retour à l'emploi. Globalement, ces tensions devraient s'apaiser à partir de la fin du premier trimestre ou du deuxième trimestre de l'année 2022, avec la réorganisation progressive des chaînes de production. C'est ce que nous disent les banques centrales et c'est plutôt ce que l'on pense également. Il faut bien voir qu'en matière d'inflation, pour garder des taux aussi élevés, il faudrait que tous les ans, on ait les mêmes augmentations que celles que nous avons observées. Donc, au global, sur le choc que nous avons aujourd'hui, qui est quand même très élevé et pas vu depuis 30 ans dans les grandes zones développées et également dans les pays émergents, on devrait avoir une inflation qui va rester élevée, mais qui devrait rebaisser progressivement un peu en dessous de 2 en Europe, un peu entre 2 et 3 aux États-Unis, mais ça sera sur le deuxième trimestre et au global, on aura quand même une inflation un peu plus élevée qu'on l'avait auparavant. Et c'est dans ce contexte de résurgence ou de pression, encore une fois inflationniste, que vient se greffer la transition énergétique. Quel effet, c'est l'objet encore une fois de la vidéo d'aujourd'hui, pourquoi, comment expliquer simplement quelle sera, selon vous, inflationniste, cette transition énergétique à moyen terme, on va dire? Alors, il y a plusieurs séquences qui vont s'enchaîner et l'ambition de la trajectoire de décarbonation qu'on va s'imposer est essentielle. Il faut bien voir qu'on va passer d'une économie entièrement basée depuis le début du XXe siècle sur le carbone à une économie qui va être basée sur une production d'énergie principalement à base d'énergies renouvelables, ou en tout cas qui n'émettent pas de CO2. Les premières tensions, elles vont apparaître assez rapidement sur l'ensemble des métaux qui vont servir à cette transition énergétique. La Commission européenne l'a évoqué, pour faire une éolienne en fonction de sa taille, il faut 1 tonne à 5 tonnes de cuivre. Il faut de l'aluminium, il faut du cobalt, il faut du nickel. Pour produire l'ensemble des batteries, puisqu'on va vers un monde qui va être beaucoup plus électrique,
qu'il ne l'est aujourd'hui et moins thermique, l'ensemble, les tensions sur les matériaux premiers vont être très élevées. On est donc promis à avoir un essor des prix de ces métaux assez élevé. Or, ces métaux rentrent dans la construction d'énormément d'autres produits, d'autres chaînes de fabrication. Donc, on va avoir une tension sur les métaux qui va se transmettre à l'ensemble de la production. Deuxièmement, c'est vrai que la rapidité que, à mon avis, l'urgence climatique nous impose, si on veut respecter la trajectoire notamment des accords de Paris, va faire qu'en termes d'infrastructure, il va y avoir une mobilisation sur certains sujets qui forcément va créer des tensions sur les prix, surtout si on veut aller assez rapidement. Ça, c'est assez fondamental parce qu'on va avoir une transmission progressive à l'ensemble de la chaîne de production. Dernier point, enfin, l'ensemble des entreprises qui aujourd'hui, soit via l'utilisation de l'énergie, soit via leur mode de production, vont devoir s'adapter. Ça nécessite des investissements. Et on va régulièrement se retrouver aux mêmes endroits en termes de consommation et de ressources. Mais c'est plutôt positif, pardon, c'est plutôt, Éric Bertrand, c'est plutôt positif tous ces investissements, tous ces plans de relance, ces plans d'investissement publics, privés, pour accélérer la décarbonation. C'est une bonne chose, mais ça génère des effets secondaires, c'est ça? Alors, ça génère des effets secondaires, ça va générer aussi plus de croissance. Ouais, plus d'emplois. Ça, c'est assez positif, plus d'emplois. Alors, il faut voir aussi l'autre côté de la médaille, c'est-à-dire qu'on va avoir tout un tas de chaînes de production et d'activités et d'industries qui sont aujourd'hui tournées autour de l'extraction, la production et l'utilisation du charbon et du pétrole qui, eux, vont rentrer en déshérence ou des productions qui, aujourd'hui, sont beaucoup trop carbonées. Et eux, effectivement, on va plutôt assister à de la destruction de capital, de la baisse d'investissement, et ça, c'est un peu déflationniste. Mais au global, je pense que c'est plutôt l'ensemble de ce qu'il va falloir faire muter dans nos économies qui va l'emporter et donc créer un choc d'un peu plus d'inflation qui sera d'autant plus important qu'on voudra aller vite. Donc avec une énergie propre qui sera plus chère, notamment parce que, je ne sais pas s'il faut faire le lien avec le prix du carbone aussi, le prix du carbone qui va monter. De la fiscalité énergétique aussi. Je ne sais pas si on fait le lien entre les deux. Alors là, pareil, deux choses vont s'opposer, deux forces vont s'opposer. On va avoir d'un côté forcément un prix de l'énergie et de l'électricité qui va augmenter. Il faut bien voir que, je vais prendre un exemple assez ancien, le pétrole est une énergie très très dense. Quand on passe du bois, puis au charbon, puis au pétrole, le coût d'extraction d'une unité énergétique s'affaiblit parce que le pétrole est une énergie très dense. Quand on transforme de l'air ou du soleil en électricité, c'est beaucoup moins dense, donc ça coûtera forcément plus cher. En outre, ce sont des sources d'énergie qui sont plus intermittentes. Il faudra donc garder en parallèle de ces productions, des productions propres certainement, mais un deuxième système de production, parce que quand on n'a pas de soleil et qu'on n'a pas de vent, il faut pouvoir alimenter. Il faut expliquer cette histoire, c'est intéressant, la permittence, du fait que quand il n'y a pas de soleil, quand il n'y a pas de vent, effectivement l'éolienne, elle ne produit pas d'énergie, et on ne sait pas stocker. Aujourd'hui, on aura des solutions, demain, après-demain, mais aujourd'hui, on ne sait pas stocker cette énergie, donc il faut avoir un backup. Ce backup, il est à base souvent de gaz, donc d'énergie fossile, et donc émetteur de CO2. Il y a très peu de possibilités de stockage, et surtout, il y a énormément de déperdition. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous stockez, vous allez déstocker, vous allez perdre peut-être la moitié, les trois quarts de votre énergie. La seule façon de vraiment stocker, ce sont les barrages réversibles où vous remontez l'eau avec l'énergie dont vous n'avez pas besoin quand vous avez beaucoup de soleil et beaucoup de vent et que vous redéversez dans l'autre sens où là, on a des taux de conversion assez élevés. Mais sinon, globalement, il va falloir augmenter l'ensemble du système de production énergétique pour assurer sa continuité. Et ça, forcément, globalement, à la fin, ça va faire un prix de l'électricité qui sera structurellement plus élevé. Ce caractère inflationniste, plus inflationniste, pas méga inflationniste non plus de la transition énergétique, on en parle peu parce que ce n'est pas très populaire et ça peut remettre en cause l'acceptabilité par le corps social, justement, de cette transition énergétique. On voit bien, dès qu'il y a une poussée de fièvre sur le prix de l'énergie, on voit bien notamment en France le gouvernement qui fait des chèques pour que ce soit accepté. Ça, c'est absolument fondamental. Et là, on va toucher un peu plus à des concepts macroéconomiques, mais très clairement, la transition énergétique ne sera acceptable que si elle est juste. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas gréver le pouvoir d'achat des ménages, en particulier des plus modestes, puisque la facture électrique est d'autant plus importante que le ménage est modeste dans le budget global. On va donc avoir, comme on l'a eu là, des chèques essence. On va donc avoir de la part de l'ensemble des États un accompagnement de l'augmentation de ces prix, ce qui est financer comment doublement une bonne nouvelle. Oui, après il y a la question du financement. Financer comment?
Alors, tout ça, l'ensemble de ce que je viens de raconter, c'est-à-dire que quand on voit d'un côté l'ensemble des plans de relance, les 750 milliards au niveau européen, les 2000 milliards sur 8 ans aux États-Unis, il va y avoir beaucoup d'injections du public pour entraîner le privé. Donc aussi des exigences de rentabilité, soit dit en passant, qui vont tirer les prix à la hausse. Et derrière, il faudra aider l'ensemble des populations à pouvoir payer plus cher globalement cette électricité pour que cette transition soit acceptable. Tout ça se fait par du financement de la dette publique. On l'a bien vu dans le Covid, maintenant les vannes semblent un peu ouvertes dans cette mécanique de l'État dépense et la Banque centrale finance. On va donc avoir de la dépense publique assez majeure, surtout si on veut aller vite et tenir les engagements de la trajectoire de la COP de Paris. Donc nettement plus de dette publique. Alors, nettement plus de dette publique, on reboucle encore, c'est que pour que cette dette publique soit soutenable au niveau du budget des États, eh bien, il faudra que les banques centrales maintiennent globalement des taux assez bas, parce que sinon le service de la dette, le coût d'emprunt deviendra insupportable. des États deviendrait insupportable et aboutirait à soit plus d'impôts, c'est pas vraiment souhaitable, soit moins de dépenses sociales, c'est pas vraiment souhaitable non plus. Donc au global, ça boucle un peu, c'est que l'ensemble de cette transition nécessitera beaucoup d'investissements, de dépenses publiques dans la transformation comme dans le soutien des populations, des banques centrales qui maintiendront un service de la dette assez bas en maintenant des taux d'intérêt assez bas, et par là même ne pourront pas forcément lutter contre les tensions d'inflation qu'on aura notamment dans la première phase de transition, laissant cette inflation respirer globalement dans les années qui viennent. Tout ça pose, Éric Bertrand, deux questions pour les épargnants qui nous regardent. Comment se protéger contre cette possible inflation, puis comment investir et bénéficier, encore une fois, et accompagner, j'ai envie de dire, cette transition énergétique au travers de secteurs ou de valeurs? Alors, tout à fait. En fonction de la vitesse des études ont été faites, si on va très lentement et qu'on prend vraiment son temps, ce qui est à mon avis pas bon pour la planète, on est sur des hausses entre 0,2 et 0,3% structurellement d'inflation. En plus. En plus, et si on va vouloir le central des accords de Paris, alors, les études Vascalval seraient plutôt autour de 0,4, 0,5 et voire même jusqu'à 1,5% si on va aller sur des trajectoires zéro carbone horizon 2050. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable. Il faut bien voir que c'est juste sur la partie transition énergétique. Si celle-ci vient se greffer dans je dirais une inflation sanitaire comme celle qu'on peut connaître aujourd'hui, il peut y avoir des effets de boule de neige et d'accumulation. Ouais. Donc, dans ce contexte, comment se positionner? Déjà, d'un point de vue sectoriel, très clairement éviter les énergies éviter la production, les secteurs et les entreprises qui utilisent trop le carbone. Donc, on est évidemment sur l'ensemble des producteurs électriques qui aujourd'hui sont beaucoup trop charbon et électricité. Sachant que pour financer cette transition, je pense qu'il sera intéressant, et le marché le reconnaîtra, d'aller financer les entreprises qui sont vraiment en mutation dans ce secteur. Ça, c'est un point important. D'autres secteurs sont intéressants, mais c'est déjà un peu dans les prix et ça peut devenir un peu de la spéculation et de la bulle excessive. C'est tout ce qui va être les technologies vertes, ce qu'on appelle la clean tech ou la green tech. Ça, c'est au niveau des secteurs, sachant qu'il faut être prudent quand même. On a vu ce que ça a pu donner en 2020, puis en 2021 en termes de performance. Plus globalement, aujourd'hui, un certain nombre de fonds, ce qu'on essaie de développer chez OFI notamment, vont être alignés sur des trajectoires en accord avec celles recommandées par les accords de Paris et qui sélectionnent des entreprises qui justement s'inscrivent dans cette trajectoire et qui donc vont vivre et créer de la valeur au travers de cette transition. D'autres sont vraiment encore en retard et auquel cas il faut vraiment les exclure car on peut être certain que soit leur avenir est compromis, soit en termes de création de valeur, il va falloir qu'elles mutent tellement qu'on ne va pas forcément avoir de bonnes performances à terme. Donc l'ensemble de ces fonds qui sont alignés font ce travail, vont chercher également des apporteurs de solutions, parce que dans le facteur qui fait réduire cette inflation à terme dans la transition énergétique, on va avoir du progrès technologique, on va avoir des économies d'échelle, on le voit sur le prix notamment des électricités renouvelables au fur et à mesure que la technologie, l'industrialisation se développe, le prix baisse. Et donc, ce sont ces entreprises apporteuses de solutions qui sont essentielles à les sourcer, car là, on est très clairement dans la création de valeur sur un horizon long terme. C'est celle-là qu'il faut dénicher en amont, évidemment. Merci beaucoup, Éric Bertrand. Merci beaucoup, avec plaisir. Ça vaut le coup, revient bien sûr la semaine prochaine sur Boursorama.